Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire du PSG 2-0, match assez moyen à vrai dire, même si l'essentiel dans ce groupe de la mort c'était les 3 points. Parlons-en. Un bon PSG en début de match. Comme à chaque match depuis le début de la saison, on voit que le patron au milieu c'est Vitinha. Le PSG met beaucoup d'énergie et vraiment pour quelqu'un qui aurait pas vu le PSG depuis le dernier match de la saison dernière, ça choque. Autre changement par rapport à l'année dernière, c'est le pressing. C'est plus agressif et on voit le PSG récupérer beaucoup de ballons hauts. À part une belle frappe de Vitinha qui finit sur le poteau, le PSG n'a pas réussi à déséquilibrer Dortmund, qui a clairement mis le bus derrière, et qui a empêché aussi le PSG de se créer des occasions franches. Je remarque deux choses sur l'attaque du PSG. Après 3-4 matchs, je suis pas convaincu par l'apport de Dembélé. Par rapport à Messi l'an dernier, la seule chose qu'il apporte en plus, c'est davantage de courses sans ballon. Mais à part ça, sans parler du bilan statistique, ce qu'il produit n'est pas à la hauteur de sa réputation, au moment du geste décisif, je parle. Oui, c'est un super dribbleur, aucun problème, il apporte de ce point de vue-là. Et peut-être même plus que Messi aussi. Mais dans le dernier geste, la dernière passe, le dernier tir, c'est moyen. Même les coups de pied arrêtés qu'il tire, ils sont pas dangereux. On parlera d'adaptation parce qu'il vient d'arriver au PSG. Mais de quoi on parle quand on parle d'adaptation en fait? De la langue, il est français. Du système de jeu, il arrive du Barça. Des joueurs, il joue en sélection avec ses partenaires d'attaque. Et de toute façon, il reçoit la plupart de ses ballons dans les pieds. Donc, quand est-ce qu'on essaie Barcola pour voir en fait? Et la deuxième chose, c'est que ni Kolo Muani ni Ramos ne m'ont convaincu. Voilà. Franchement, pour l'instant, et c'est inattendu, c'est Asensio qui m'a le plus séduit au poste depuis le début de saison. C'est mieux que le PSG s'appuie sur sa force collective pour gagner, au détriment du génie qu'il pouvait y avoir l'an dernier avec Neymar et Messi, notamment pour des raisons défensives. Mais il va falloir que le staff trouve des solutions, parce que depuis qu'Asensio n'est plus là, le trio d'attaque est moins fort. Sans Mbappé, ça marchait pas du tout, mais sans Asensio, ça marche moins bien. Côté Borussia, franchement, c'est pauvre. Et leur façon de jouer me fait penser à une phrase de Luis Enrique qui dit qu'en termes de jeu, il y a les courageux et les peureux. Bah là, Dortmund, je les trouve peureux. Certes, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer en foot, je l'ai déjà dit plein de fois, surtout pour gagner un match. Mais pourquoi je dis ça alors? Bah, parce qu'en championnat, ils jouent pas du tout de la même manière, ils prennent des risques. Aujourd'hui, ils sont venus pour jouer en contre. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Bah, ils mettent le bus derrière, et l'attaquant qu'ils ont choisi, c'est Adeyemi. Pourquoi ils ont pas mis Haller par exemple? Parce qu'en contre, c'est pas le joueur qu'il leur faut. Alors c'est un attaquant de surface, ce qui veut dire qu'il faut avoir le ballon pour le mettre en valeur. Mais moi j'estime que quand t'as Reina, t'as Moukoko, t'as Reus, t'as Füllkrug, je crois que t'as des joueurs pour prendre un peu plus de risques. Il y a des équipes dont je comprendrais qu'elles jouent comme ça. Hein. Pour Dortmund, c'est pas le cas. Emre Can, très moyen. Alors on dit Can, hein. Je le dis parce que je connais pas mal de Turcs. Le C se dit J en turc. Donc Emre Can, vraiment très moyen. Je comprends même pas ce qu'il fait encore en équipe d'Allemagne. Bon bref, c'est encore un autre sujet. Sabitzer blessé. Brandt pas bon. En même temps, il pouvait pas briller dans ces conditions. Hein. Début de deuxième mi-temps, le PSG obtient un penalty rapidement et logique, suite à une main assez bête de Zoule. Je comprends pas comment il a défendu là. Je comprends même pas ce qu'il voulait faire. Mbappé transforme bien le penalty au sol. Franchement, il ne pouvait rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Zaïre Emery, il a été correct. Encore une fois, et vous l'entendrez toute l'année sur ma chaîne, vous préférez l'avoir lui. Aujourd'hui, vous préférez l'avoir lui ou Xavi Simons? Moi, perso, je mets Ugarte Vitinha milieu défensif et je mets Xavi Simons en MOC. Qui est très bon à chaque match, qui joue des matchs internationaux, etc. Xavi Simons, il a un futur qui s'annonce radieux depuis qu'il a 14 ans et il confirme. Donc ouais, il a la pression, hein, Zaïre Emery. Et pour l'instant, à part le premier match où vraiment il a été très bon, le reste des matchs, je vous dirais pas, c'est mieux de mettre Zaïre Emery que de mettre Xavi Simons. Il a du temps, il est jeune, etc. Je le sais tout ça. Mais je vous dis qu'il a la pression parce que Xavi Simons, il va revenir. Deuxième but du PSG, exceptionnel, avec Vitinha et Kimi qui font un double 1-2 et qui marquent franchement un but d'entraînement. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment facile la manière dans laquelle ils sont rentrés dans la défense. Bon, ils ont quand même eu beaucoup de sang-froid, surtout à Kimi. Un crochet à 6 mètres du but et un pointu derrière, rien à dire. Et puis derrière, aucune réaction du BFAOB, qui a joué vraiment petit bras.
Et le PSG, eux, derrière, ils n'ont pas été capables de marquer un troisième but, malgré un but refusé à Ramos, qui encore une fois a été snobé la plupart du temps. Ça commence à se voir hein, que les joueurs favorisent Colomboigny, hein, je dis ça, je dis rien. Ramos, il va falloir qu'il bosse hein, en dehors des terrains, comme Suarez à l'époque de la MSN pour se faire accepter en attaque. Je vous raconterai cette histoire une autre fois. Pour finir, petite parenthèse sur deux choses de ce week-end. Alors la première c'est Chelsea, c'est un truc de fou. Hein. J'ai dit dans ma vidéo Mercato la dernière que c'était une équipe en totale reconstruction et qu'il fallait rien en attendre. D'ailleurs j'ai dit que les grands joueurs ne devraient pas rejoindre cette équipe, qui est une équipe moyenne maintenant. Bah j'ai beau regarder dans les médias, ils n'arrivent pas à cette analyse, ils n'arrivent pas à cette conclusion, ils comprennent pas. Ils continuent de nous sortir « Oh Chelsea est en crise, ils sont loin de la tête ». Les gars, vous comprenez toujours pas que c'est une équipe en reconstruction. Il faut rien attendre d'eux. Ça va leur prendre 2-3 ans. J'ai même dit que je regarderai pas Chelsea cette année. Donc arrêtez d'attendre quoi que ce soit de cette équipe. Oui mais Pierre, ils ont dépensé des millions, c'est normal qu'on attend d'eux qui jouent le titre. Les millions, ça fait pas de toi un prétendant au titre. Ça t'achète juste de la qualité pour pouvoir construire plus rapidement. Mais ça change rien au fait que si tu as la qualité, il faudra quand même du temps pour construire ton équipe. Créer des systèmes que les joueurs vont connaître, que les joueurs nouent des liens entre eux avec le staff, etc. L'argent n'achète pas ça. Donc n'attendez pas d'une équipe qui n'a pas un groupe soudé, qui soit favori au titre avec d'autres recrues. En plus, c'est même pas juste l'équipe qui a changé, c'est toute la structure de Chelsea qui a changé. Même dans les bureaux, l'organisation a changé. Donc ça va prendre du temps, il faut les laisser tranquillement travailler, que le président ne cède pas à la pression populaire qui n'a aucun sens, comme si Chelsea était un favori, alors qu'ils sortent d'une saison où ils étaient, je sais pas, 10e. Voilà, c'est pas le cas. Ils doivent travailler dans la durée. Il faut les laisser tranquillement travailler et ne pas attendre d'eux qu'ils soient dans le trio de tête, alors que c'est une équipe en reconstruction. Et la deuxième chose, c'est un peu dans la même lignée de ça, des analyses que j'ai pu faire précédemment. Ça concerne Bellingham, dont j'ai dit précédemment que pour l'instant je trouvais ses prestations moyennes, correctes moyennes, même, bon, allez, on peut même dire allez, plutôt bonnes, puisqu'il marquait des buts. Mais tout le monde était dithyrambique, parce qu'il marquait but sur but. Mais j'avais dit que je comprenais pas hein, ce défoulement, comme si on dirait que c'était le meilleur joueur du monde. Moi, quand il a été présenté, personne n'a dit qu'il a été recruté pour marquer 30 buts. Ce week-end, il a pas marqué, ça y est. Les termes de prestations correctes ou moyennes, on commence à sortir. Bah oui, c'est pas là-dessus qu'il faut l'attendre Bellingham. C'est pas sur les buts. C'est sur son lien entre milieu et attaque. Comment il crée des buts pour les autres, ses mouvements, son pressing, ses choix, et éventuellement s'il marque quelques buts. Voilà, c'est bien. Personne ne parle de ça, tout le monde n'a parlé que de ses buts, sans parler de son apport dans le jeu, ses mouvements et ses choix, qui étaient plutôt moyens, etc. Si tu fais une analyse correcte, sans regarder les buts, t'arrives à cette conclusion que j'avais dit. Mais ça me surprend pas, hein. Regardez mes vidéos sur la data, où je pointe du doigt que les joueurs sont évalués n'importe comment, vous comprendrez. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo, avec une petite parenthèse. Ma vidéo France-Brésil, côté Brésil, est sortie, la partie 1. Je compte sur vous pour la regarder, ça m'a pris 1 an de travail et d'enquête sur des vidéos et des articles en portugais. Je compte sur vous pour la regarder, liker, partager et mettre un commentaire. Merci à tous et à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs, son surnom, c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo, parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.